Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Inde et la gauche mondiale. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez aussi à devenir membre YouTube, à soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais au minimum, regardez l'émission, aimez, partagez et commentez. Permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, Alex Cranor. Alex est un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs, analyste de marché, auteur et analyste géopolitique basé en Europe. Alex, bienvenue à nouveau dans l'Inde et la gauche mondiale. Merci pour l'invitation, Mudya Jyotishman. C'est toujours un plaisir de te rejoindre. Je voulais commencer par recueillir votre avis sur la manière dont vous conceptualiseriez cette idée, ou ce fait, tant débattu du déclin de l'Occident. Quels sont, selon vous, les paramètres conceptuels, ou quelles sont les dimensions qui vous viennent à l'esprit lorsqu'on parle du déclin de l'Occident? Car, au cours de l'année écoulée, nous avons assisté à une défaite massive de l'Occident. Nous parlons de la défaite de l'OTAN en Ukraine face à la Russie. Nous avons vu les superpuissances économiques occidentales battues par une puissance montante. Je parle de la défaite des États-Unis dans leur guerre commerciale ou guerre économique qu'ils se sont eux-mêmes imposés contre la Chine. Et nous avons assisté à la défaite des médias traditionnels ou de tout le système de propagande, en particulier dans le cas de la Palestine, où ils ont fait de leur mieux pour dissimuler les faits, mais ont échoué. Enfin, on observe un déclin économique à long terme, particulièrement marqué en Europe, mais aussi, dans une large mesure, aux États-Unis. Si l'on retire environ un tiers de la croissance provenant d'activités non économiques, essentiellement de la finance spéculative, inégalité massive, comment définiriez-vous le déclin de l'Occident? Le facteur déterminant principal derrière le déclin de l'Occident est notre système monétaire. C'est le principe fondamental. À partir de là, le poison se répand dans toutes les autres relations au sein de la société. Cela nous accompagne depuis des siècles. En gros, ce dont je parle, c'est que nos systèmes économiques reposent sur un système de crédit fondé sur une monnaie frauduleuse. Tout l'argent qui entre dans le système est émis de manière privée à partir de rien. Seul le capital principal est mis en circulation et il doit être remboursé avec des intérêts. En réalité, on met donc une certaine quantité d'argent en circulation, mais il faut en rembourser davantage. De l'argent qui, tout simplement, n'existe pas. Vous savez, comme si j'empruntais, disons, $100 000 pour acheter une maison. Sur la durée du prêt hypothécaire, je devrais probablement rembourser $200 000. Les $100 000 supplémentaires n'entrent jamais en circulation, et la seule façon pour moi de rembourser $200 000 est de les gagner auprès d'autres participants de l'économie. Et pour que je puisse le faire, ils doivent eux-mêmes s'endetter afin que plus d'argent entre en circulation et que je puisse le gagner ainsi. En réalité, c'est un système de type pyramidal. Cela signifie que le système n'est stable que tant qu'il continue de croître. Dès qu'il cesse de croître, il est conçu pour commencer à s'effondrer sur lui-même. Et cela ne vous laisse que très peu de choix. L'une des options consiste à relancer le crédit en assouplissant les critères d'octroi. On se dit alors, eh bien, c'est ce que nous voyons se produire aujourd'hui au Royaume-Uni. La Banque d'Angleterre assouplit les niveaux d'endettement et les exigences en matière de garantie, de sorte qu'on peut accepter n'importe quel déchet toxique comme une bonne garantie pour émettre davantage de prêts. Ils doivent inonder le système de liquidité pour éviter son effondrement. Et cela conduit au déséquilibre typique de tous les systèmes économiques ayant adopté ce type de configuration monétaire. Nous l'avons vu en Argentine,
au Venezuela, au Zimbabwe, en Allemagne durant la République de Weimar et dans bien d'autres endroits encore. Il y a eu des dizaines d'exemples d'effondrements hyperinflationnistes dans le monde au cours du XXe siècle, principalement dans des économies orientées vers le marché. L'autre option consiste à introduire d'une manière ou d'une autre de nouvelles richesses dans le système. Cela peut se produire de façon endogène. Par exemple, si l'on découvre un grand gisement de pétrole, celui-ci devient un bon actif à mettre en garantie, permettant de créer une nouvelle impulsion de crédit et de renflouer le système pendant un certain temps, essentiellement pour un cycle économique. Ou peut-être s'agit-il d'une découverte d'or ou d'une percée technologique majeure qui augmente considérablement la productivité du système. Mais si vous ne trouvez pas de nouvelles ressources, si votre productivité s'est stabilisée et que les niveaux d'endettement continuent d'augmenter et ils dépassent toujours le PIB, alors, avant d'en arriver là, je voulais juste dire à vos lecteurs qu'ils peuvent en fait visualiser ce dont je parle. Si vous allez sur le site FRED, Federal Reserve Education, ou peu importe ce que cela signifie, vous pouvez consulter deux séries chronologiques. L'une d'elles est la base monétaire, c'est-à-dire la quantité de monnaie en circulation dans l'économie américaine. L'autre est la dette totale du marché du crédit, qui inclut la dette publique, la dette gouvernementale, ainsi que les dettes privées, d'entreprises, personnelles et financières dans le système. Ce que vous obtenez, ce sont donc deux courbes. L'une d'elles, disons, ressemble à ceci, c'est la base monétaire, et la seconde ressemble à cela, c'est la dette totale du marché du crédit. Cela montre que, sur de très longues périodes, la dette dans le système croît à un rythme bien plus rapide que le montant total d'argent disponible pour la rembourser. La dernière fois que j'ai vérifié, il y a quelques mois, la base monétaire totale aux États-Unis s'élevait à environ 6 000 milliards de dollars, peut-être 6 500 milliards, et la dette totale du marché du crédit approchait les 120 000 milliards. Cela signifie donc qu'il y a plus de 6 fois plus de dettes dans le système qu'il n'y a d'argent pour la rembourser. 6 ou 20, selon la manière dont on l'interprète. 20 fois, 126. Oui, désolé. Oui, presque 20 fois. Oui, donc j'ai séché le cours quand ils enseignaient ça en maths. Mais bref, c'est la définition de l'insoutenabilité. Donc si vous vivez dans un système où, vous savez, l'establishment bancaire domine la société, alors il sera très tenté d'aller chercher la richesse ailleurs. C'est ainsi qu'on obtient le colonialisme. Vous savez, ils vont commencer à dire « Oh, regardez, le Moyen-Orient a beaucoup de pétrole, alors on va le prendre. » Et c'est ainsi que s'écrit l'histoire du colonialisme occidental. Ce que je veux dire, c'est que ce système est celui par lequel les poisons se répandent dans toutes les autres relations de la société. Il engendre le militarisme, le colonialisme, la conquête étrangère, l'impérialisme, une exploitation brutale des populations locales à l'étranger, mais aussi une exploitation de plus en plus brutale de la population nationale. Ainsi, on constate toujours que tout au long de l'histoire, et cela dure depuis des siècles, ces systèmes provoquent essentiellement le chaos à l'étranger et la misère chez eux. Vous savez, ce genre de choses que Charles Dickens décrivait dans ses romans sur la vie des gens ordinaires en Angleterre. Et Upton Sinclair décrivait la même chose pour les États-Unis. C'est typique, et nous voyons aujourd'hui les mêmes symptômes de déclin se multiplier en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans tous ces pays occidentaux développés. Parce que le train de vie fondé sur la colonisation et le pillage du reste du monde, et désormais il ne s'est pas arrêté mais il est engorgé. Vous savez, les Français ont perdu leur colonie africaine.
have lost their African colonies. The British are being pushed out of various parts of the world. Les Britanniques sont repoussés de diverses régions du monde. Les États-Unis se trouvent à un carrefour où ils doivent décider de ce qu'ils veulent être à l'avenir. Veulent-ils être une puissance impériale ou une puissance industrielle? Je pense que ce sont là les causes systémiques du déclin de l'Occident. À mesure que l'on épuise la substance, on n'a plus de ressources à investir dans les infrastructures et on n'a plus de ressources à investir dans l'armée. Ainsi même la puissance militaire s'atrophie. Eh bien, ils le savaient, ils s'y attendaient. C'est pourquoi les empires finissent toujours par faire appel à des armées par procuration, des hordes barbares, ou peut-être qu'ils entretiennent des groupes terroristes islamistes radicaux à travers le monde et les envoient déstabiliser le Nigeria, la Tanzanie, le Soudan, attaquer la Russie au Daghestan et en Tchétchénie, et ainsi de suite. Mais même cela, je pense, finit par s'épuiser à un moment donné. Et si le système continue à suivre la trajectoire définie par cette inertie, le résultat est le même que l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, où, au final, tout est totalement dévasté. Vous savez, on perd des marchés, on perd des économies. Lorsque l'Empire romain d'Occident s'est effondré, même la monnaie a disparu pendant quelques siècles. Il n'y avait plus d'argent. Les communautés locales sont revenues à l'autosuffisance. Elles devaient être entièrement autonomes, car même les marchés pour des biens simples et bons marchés comme les fers à cheval, les clous ou les tuiles avaient complètement disparu. Tout devait être produit au sein de la communauté. Cela signifie donc que l'on revient pratiquement à l'âge du cuivre. On revient à un mode de vie primitif. Et livré à lui-même, le système évolue dans cette direction. Left to itself, the system goes in that direction. Now, I have to say, I am very hopeful that today. Je dois dire que je suis très optimiste quant au fait qu'aujourd'hui, une alternative a émergé à l'Est, avec la montée de l'Inde, de la Chine, de la Russie, de l'Iran et du mouvement des BRICS, qu'une alternative est en train de se dessiner, où les pays pourront se débarrasser de leurs élites politiques et dire « Non, nous avons besoin d'une nouvelle voie à suivre ». En fait, ils envisageront de rejoindre le mouvement des BRICS, l'initiative de la ceinture et de la route, les nouveaux systèmes de règlement commercial et financier, ainsi que les nouveaux systèmes de paiement. Nous nous éloignons donc d'un monde eurocentrique pour aller vers une alternative. Mais cette alternative pourrait finalement devenir accessible aux nations occidentales, de sorte que, lorsqu'elles traverseront une certaine, appelons-la une crise cathartique, où elles devront réfléchir à leur identité, elles pourront rejoindre le reste du monde, non pas en tant que maître ou dictateur, mais en tant qu'invité poli au banquet mondial. Et si vous pouviez nous parler de la situation actuelle de l'Europe, en particulier de sa relation avec les États-Unis, compte tenu de ce que vous venez de décrire, comme une explosion massive du crédit. En fait, à bien des égards, l'explosion du crédit est inscrite dans l'histoire du capitalisme. Et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous avez parlé de centaines d'années, ce qui est vrai. Il existe ces cycles d'accumulation, comme l'explique Arrighi, où la finance prend le pas sur la sphère productive. Mais si l'on s'en tient à l'histoire récente, nous avons vu la phase post-année 1990 comme une immense explosion des activités financières et du crédit. Et à ce moment-là, l'Europe est devenue beaucoup plus subordonnée aux États-Unis dès le début des années 1990 et la croissance européenne a également ralenti. À mesure que les banquiers européens et d'autres gestionnaires financiers s'intégraient plus étroitement dans le système financier transatlantique, l'Europe subissait déjà une grande partie du choc. Une partie de cette explosion du crédit et de la finance était liée à la délocalisation de la production vers le sud global. Car, comme vous l'avez dit,
il faut une base matérielle pour soutenir, au moins en partie, cette montée en puissance de l'activité financière, y compris du crédit. Et une partie de cette stratégie consistait à extraire une main-d'œuvre bon marché du Sud global. Nous aborderons la Chine et le Sud global dans un instant, mais cela signifiait que la production européenne et américaine commençait à prendre du retard. Plus récemment, nous avons vu émerger des acteurs et une production chinois. Dans une certaine mesure, ils ont d'abord profité de ce déplacement. L'Allemagne, par exemple, exportait beaucoup de produits, des matériaux intermédiaires vers la Chine à mesure que celle-ci montait en puissance. Mais finalement, la Chine a commencé à grignoter son propre marché, les marchés allemands dans le secteur automobile, et ainsi de suite, entraînant une perte totale pour l'Europe. D'un côté, leur sphère financière, à part probablement Londres, qui joue un rôle d'intermédiaire pour New York, est complètement subordonnée à New York. De l'autre, ils perdent énormément dans le domaine matériel, à la fois face à la Chine et au Sud global. Et comme les États-Unis ont déclenché leur extraction tributaire, l'Europe perd également face aux États-Unis eux-mêmes. Dans ces conditions, selon vous, quelle est la stratégie des élites européennes pour faire face à cette crise? La stratégie des élites européennes, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est vraiment simple. Mais je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit, car je pense que nous devons être très prudents. Je ne crois pas que ce soit une question de capitalisme. Je ne pense même pas que ce soit une affaire de gauche contre droite. C'est vraiment une question de fraude, parce que le système monétaire que nous avons est frauduleux. Mais ce n'est pas seulement de l'argent frauduleux du côté droit, c'est frauduleux partout. J'ai grandi dans le monde communiste, n'est-ce pas? J'ai grandi dans l'ex-Yougoslavie. Nous avions un système socialiste, avec un régime communiste à parti unique, mais nous avions le même système monétaire, et tous les mêmes symptômes de déclin de la société sont apparus à la fin des années 1970 et 1980, exactement comme ils le sont aujourd'hui en Occident. Et ainsi, nous avons fini par connaître l'hyperinflation et la guerre. Aujourd'hui, l'Europe entre dans une période de forte inflation. Les chiffres qu'ils publient sont encore un mensonge, car la crise du coût de la vie est très aiguë en Europe. Dans des pays comme l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, les gens ont vraiment du mal. Ils peinent à payer leurs factures, et comparé à la vie d'il y a 20 ou 30 ans, la situation est radicalement pire. Je vois des centaines de publications sur les réseaux sociaux où les gens disent « Comment est-ce possible ? Je gagne plus d'argent qu'il y a 20 ans, mais à l'époque, je me sentais vraiment à l'aise. » Aujourd'hui, je suis envahi par l'anxiété parce que je n'arrive pas à boucler mes fins de mois. Alors, que se passe-t-il ensuite? On subit des pressions sociales, on court le risque de révolte sociale, voire de révolution et de guerre civile, parce que les gens finissent par dire assez. Ce n'est pas que l'économie ne fonctionne pas. L'économie fonctionne. L'économie reste productive parce que, vous savez, la terre continue de produire du blé, du riz et des pommes de terre. Les poulets continuent de grandir, les vaches aussi, et elles donnent toujours du lait. Tout cela existe encore. Les mécaniciens peuvent toujours réparer les voitures, les boulangers continuent de faire du pain, et les dentistes continuent de faire leur travail. Disons que les capacités productives d'une économie sont là. Elles sont intactes, elles fonctionnent. C'est le moyen d'échange qui se tarit. Donc vous savez, si un boulanger ne peut pas payer la livraison de blé, alors l'agriculteur cessera de livrer le blé, et le boulanger fermera et fera faillite. Non pas parce que les gens n'ont pas besoin de pain, ou qu'il n'y a pas de blé, ou que le boulanger ne sait plus faire de pain. C'est parce que l'argent s'arrête de circuler. C'est ça, le problème, dans tous les cas. Alors quand ça commence à se produire,
il y a un risque de révolte sociale. Et puis les personnes qui sont au sommet de la société, celles qui détiennent le pouvoir, se disent d'accord, on risque de se retrouver avec une révolution sur les bras, et on pourrait bien tous finir guillotinés sur la place publique. Alors nous avons besoin d'un ennemi extérieur. Alors il commence à dire, les Russes arrivent, les Russes arrivent. Vous savez, c'est ce qui se passe en Europe. Et ce qui se produit ensuite, c'est que vous prenez des hommes en âge de combattre, des hommes en âge de servir dans l'armée, qui sont probablement votre plus grande source de risque, et vous les envoyez sur un champ de bataille étranger, où l'idée est de les sacrifier en grand nombre, afin qu'ils ne représentent plus une menace pour vous. Et en même temps, vous créez des conditions qui vous permettent de traiter toute opposition de manière très radicale. Parce que si vous êtes engagé dans une guerre étrangère, toute personne qui critique le gouvernement peut être mise à l'écart, car on peut vous accuser d'être antipatriotique, de soutenir et d'aider l'ennemi, d'être un agent russe ou quelque chose de ce genre. Ainsi, ils peuvent éliminer leur opposition. Ils peuvent tout justifier par la guerre étrangère. Vous savez, s'il n'y a plus de nourriture dans les supermarchés, plus de médicaments dans les pharmacies, si vous ne pouvez pas obtenir de rendez-vous avec votre médecin et que vous ne recevez plus votre pension ou votre salaire, eh bien, ils peuvent tous dire, eh bien, vous savez, c'est un sacrifice partagé. Nous devons défendre notre nation. Et vous savez, tout est de la faute des Russes. Ils détournent donc un peu la responsabilité d'eux-mêmes vers l'ennemi étranger. Puis après la Grande Guerre, ils repartent de zéro. Vous savez, ils font table rase. Et ils disent, oh, maintenant, nous devons reconstruire le pays. Alors ils accordent des crédits pour la reconstruction et le développement, puis ils remettent la population survivante au travail. Le cycle du crédit recommence à zéro, et ils perpétuent leur domination sur la société pour un nouveau cycle historique. Voilà, en gros, quelle est leur stratégie en ce moment. Essayer par tous les moyens possibles de provoquer une guerre contre la Russie. Je veux revenir sur la Russie, mais juste un bref commentaire sur votre analogie entre la crise des années 1970 en Yougoslavie et ce que nous observons aujourd'hui. D'après ce que je comprends, la racine de cette crise se trouvait du côté des banques occidentales, car la Yougoslavie, à partir des années 1970, a commencé à leur emprunter massivement. Lorsque les taux d'intérêt étaient plus bas, cela fonctionnait d'une certaine manière, même si cela provoquait déjà de l'inflation. Mais avec le choc Volcker, les taux d'intérêt ont augmenté. Et avec l'inflation massive et les dettes en dollars que la Yougoslavie avait en raison de la crise pétrolière, la situation n'a fait qu'empirer. Il y a ensuite eu une autre série de problèmes, bien sûr, liés au déséquilibre d'investissement et au fait que les unités de travail étaient autogérées par les travailleurs. Et oui, ces débats ont existé au sein de l'Union soviétique et en Chine. Combien doit être consacré à la consommation, combien à l'industrie lourde, et ainsi de suite. Et lorsque les entreprises des travailleurs contrôlent ces décisions d'investissement, cela peut conduire à la création de déséquilibres. En Yougoslavie, l'un des principaux défauts fut que la Banque mondiale devint très dominante dans sa politique de décentralisation. C'est là que beaucoup de ces déséquilibres ont commencé. Donc, je ne suis pas sûr que nous percevions la centralité de la même manière. Peut-être que notre analyse objective est similaire, mais je ne suis pas certain que toi et moi voyons la centralité du système global sous le même angle. Non, si je comprends bien ce que vous avez dit, Moudiar Jyothishman, je pense que nous parlons exactement de la même chose. Cela se manifeste de différentes manières selon les systèmes.
Il ne fait aucun doute qu'il existe certaines différences fondamentales entre le système socialiste et le système capitaliste, ou du moins ce que nous appelons le système socialiste et le système capitaliste. Mais au final, c'est dans le système monétaire que les germes de l'effondrement sont intégrés dès le départ. Avant même qu'une seule unité de monnaie ne soit mise en circulation, l'effondrement est déjà inscrit. Ce n'est qu'une question de temps. Donc oui, ce sont les banques étrangères qui ont en quelque sorte poussé le système à s'effondrer. Parce que vous savez, nous avions contracté beaucoup de crédits à l'étranger. Puis est venu le choc Volcker et les taux d'intérêt ont soudainement explosé, rendant le pays non viable. Autrement dit, nous devions emprunter de l'argent simplement pour rembourser celui que nous devions déjà. Mais en réalité, ça se produit avec ou sans banque étrangère. Car on fonctionne toujours dans ce système de monnaie fiduciaire à réserve fractionnaire. Et ce problème finira toujours par se manifester, principalement sous la forme d'un excédent de dette impossible à rembourser. Mais l'échelle, je suppose, serait différente, car dans un système socialiste, ce sont plus ou moins les banques centrales qui décident de la quantité de monnaie ou de crédit à créer. Et bien sûr, je reconnais qu'on peut encore créer beaucoup plus de crédits parce que les industries sidérurgiques, par exemple, peuvent être politiquement très puissantes et vous pousser à diriger beaucoup d'investissements, dont une partie serait fictive, surtout si vous ne pouvez pas augmenter la production et la productivité à cette échelle. Mais ce que nous avons observé dans le cœur du système capitaliste, c'est l'essor des acteurs privés qui créent une grande partie de la monnaie. Je veux dire, la banque centrale est en quelque sorte celle qui exécute le travail, mais la demande de crédit vient des acteurs privés, n'est-ce pas? Les gestionnaires de fonds, les gestionnaires d'actifs, l'émergence de ces institutions gigantesques dans les années 90. Oui, d'accord. Donc, si nous devons établir une distinction entre ce que nous appelons le système socialiste et le système capitaliste, je pense que c'est une distinction importante. Je proposerai ce qui suit. Dans les deux systèmes, on observe une croissance de la dette qui dépasse toujours la croissance de la productivité et celle de la monnaie en circulation. Et ce que l'on obtient toujours. Ensuite, il y a un autre problème. Le même problème, mais dans une autre catégorie. C'est que l'argent que vous mettez en circulation correspond toujours au principal, et vous devez le rembourser avec des intérêts. À partir de là, un autre problème se pose, qui est essentiellement le suivant. Prenons le concept de PIB. Sur une période donnée, le système produit une certaine quantité de biens et de services, et nous les mesurons par leur prix. Nous disons que le PIB correspond à tant de dollars, tant de roupies, tant d'euros, et ainsi de suite. Cela suppose que tous les biens et services sont vendus à leur prix catalogue. Mais cela ne fonctionne jamais pour deux raisons. Il existe deux grandes fuites de liquidités dans le système. L'une d'elles est l'épargne, car la production totale d'un système économique correspond au prix de ses produits et services. Mais ce même montant représente aussi le revenu des personnes qui les produisent, n'est-ce pas? Et cela représente le pouvoir d'achat disponible pour absorber la production, n'est-ce pas? Supposons maintenant qu'il n'y ait ni importation ni exportation. Si les gens épargnent une partie de leurs revenus, disons qu'ils épargnent 5%, eh bien, cela signifie que l'ensemble de la production ne pourrait pas être absorbé. Les producteurs, les entrepreneurs, devront donc soit baisser leur prix, soit détruire une partie de la production. Cela crée ce qu'on appelle l'écart déflationniste, c'est-à-dire la différence entre la production totale et le pouvoir d'achat total disponible. Ainsi, l'épargne constitue une autre grande fuite du système, en raison de la nature même du système monétaire. Chaque fois qu'un participant rembourse sa dette, ce montant d'argent disparaît de la circulation,
n'est-ce pas? that amount of money disappears from circulation, right? Because by paying back your debt, you remove that amount of Parce qu'en remboursant votre dette, vous retirez ce montant de monnaie de la circulation. Vous avez donc ces deux grands drains qui font toujours que le pouvoir d'achat disponible dans un système est insuffisant pour absorber la production de ce système. La seule façon de combler cet écart est que le gouvernement intervienne comme acteur. Et il ne suffit pas simplement de taxer et de dépenser, car cela ne fait que transférer le même pouvoir d'achat des mains privées aux mains publiques. Le gouvernement doit en réalité s'endetter pour combler le fossé déflationniste. Si vous regardez tous les pays du monde, socialistes ou capitalistes, vous verrez que les déficits budgétaires ont toujours tendance à apparaître et que le montant total de la dette dans le système augmente toujours et toujours plus vite que la production. Ainsi, la différence entre les systèmes capitalistes et socialistes réside dans la manière dont le gouvernement intervient en tant que participant. Dans ce que nous appelons un système socialiste, la majeure partie des dépenses publiques se fait de bas en haut, ce qui signifie que les gens bénéficient d'avantages généreux liés à leur emploi. Ils reçoivent des salaires et des pensions relativement plus élevés, les employés du secteur public ont de bons salaires, et les gouvernements investissent dans la santé, l'éducation, les espaces publics, la sécurité, etc. L'effet de cela est que les décisions d'investissement et de dépenses se font de bas en haut, c'est-à-dire que les gens ont de l'argent à dépenser dans les magasins, les restaurants, les voyages, le tourisme, les déplacements, les voitures, les maisons, bref, les meubles et ce genre de choses. Cars, houses, furniture, stuff like that. In what we call capitalist system, Dans ce que nous appelons un système capitaliste, la générosité du gouvernement circule de haut en bas, ce qui signifie que le gouvernement verse de grandes sommes d'argent à la grande industrie pharmaceutique, au secteur pétrolier, au complexe militaro-industriel, à la grande agriculture, et ainsi de suite. Le problème, c'est que cela renforce le pouvoir des acteurs corporatifs, qui deviennent ensuite des participants politiques, car ils définissent désormais, vous savez, l'emploi et les dépenses. Une partie de cet argent retourne dans le lobbying auprès des représentants politiques. Et puis, en finançant le grand complexe militaro-industriel, on sème même les graines du fascisme. Ainsi, au niveau de l'argent et de l'économie, le principe est le même, mais le comportement des deux systèmes diffère. Dans l'un, l'activité part de la base, et dans l'autre, elle vient d'en haut. En général, les systèmes socialistes n'ont pas été militairement agressifs, et il n'y avait pas une polarisation aussi marquée des richesses dans la société. Dans ce que nous appelons un système capitaliste, on observe une polarisation croissante des richesses, et l'on voit très souvent apparaître le fascisme, le militarisme, la guerre, la conquête, et ainsi de suite. Je pense donc qu'il est très important de distinguer cela comme une différence entre les deux systèmes. Mais les deux systèmes présentent le même problème et des symptômes similaires, car ils utilisent le même type de monnaie. Et je pense que l'on penche vers le socialisme ou vers le capitalisme, les deux systèmes doivent s'attaquer à ce problème, car il rend l'un, comme l'autre, insoutenable. Et, vous savez, nous voyons aujourd'hui des systèmes capitalistes en décomposition, mais le monde socialiste tout entier s'est également effondré dans les années 1990. Aucun des deux n'est durable. Je pense que je ne suis pas en désaccord avec toi, Alex, sur le point central. Lorsque l'on considère l'économie dans son ensemble, à un niveau global, de nombreuses contradictions apparaissent aussi bien dans les systèmes socialistes que capitalistes. J'en arrive également à une conclusion similaire à la tienne. Certaines fonctions sont gérées de manière très différente. Mais je suis curieux à propos de ton dernier point. Si les deux systèmes sont tout aussi mauvais, alors quelle est l'alternative?
then what's the alternative? Oh, no, Jyotish, I'm not saying that both systems. Oh non, 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 Jyotish. I'm saying that both systems Je ne dis pas que les deux systèmes sont aussi mauvais l'un que l'autre. renders them Je dis que les deux systèmes ont le même problème à résoudre, car cela les rend insoutenables. socialist approach is better. Je pense que l'approche socialiste est meilleure. And I'm a foreigner. Et la raison pour laquelle je le pense, et je suis un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs, Businessmen c'est que j'ai beaucoup d'amis millionnaires et hommes d'affaires, et ils ont tendance à avoir des opinions conservatrices très rigides. Ils détestent le socialisme et pensent que le capitalisme est la bonne voie. Et je leur dis toujours, d'accord, même si tu es un entrepreneur et un capitaliste au cœur froid, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu veux être propriétaire d'une entreprise, n'est-ce pas? What does that mean? That means that you want to be a business owner, right? You want to be an entrepreneur. If you're a business owner, Vous voulez être entrepreneur. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, êtes-vous mieux loti lorsque les gens de votre communauté ont un pouvoir d'achat ou lorsque des sans-abri sont allongés dans la rue où vos fils et vos filles doivent passer pour aller à l'école? so I mean, is it better that Qu'est-ce qui est préférable? if we already come Alors n'est-il pas mieux d'accepter le fait qu'avec le temps, les gouvernements représentent une part de plus en plus importante du PIB? for a larger and larger and larger C'est vrai presque chunk of partout. GDP? Les gens ne se plaignent jamais lorsque le gouvernement donne de l'argent aux grandes entreprises agricoles ou aux complexes militaro-industriels, car on peut toujours dire « menace étrangère », les Chinois arrivent, les Russes arrivent. Because they can always say like foreign threats, the Chinese are coming, the Russians are coming, and nobody complains. If they give money to Et vous savez, personne ne se plaint quand on donne de l'argent aux grandes compagnies pétrolières ou aux grands laboratoires pharmaceutiques, parce que, vous savez, urgence de santé publique, blabla. Ils ne se plaignent jamais, mais ils se plaignent amèrement si, disons, une femme avec 5 enfants reçoit de l'argent du gouvernement et qu'ils pensent qu'elle ne le méritait pas. Et je me demande pourquoi. Parce que si cette femme, disons que vous êtes entrepreneur, que vous possédez un restaurant, si elle a de l'argent, elle sera votre cliente. Si elle n'a pas d'argent, elle finit à la rue et devient un fardeau pour vous, parce que, d'une manière ou d'une autre, vous devrez vous occuper d'elle et de ses enfants. somehow you're going to have to take care of her and her children. And so I do think that the Je pense donc que l'approche ascendante est meilleure, car elle favorise une meilleure cohésion sociale et des économies plus diversifiées. Elle crée un marché plus varié pour les entrepreneurs, car même s'il y a de l'inflation, même si le système est insoutenable, si les gens ordinaires ont de l'argent à dépenser, alors on peut créer une entreprise, on peut ouvrir un restaurant, une agence de voyage, on peut faire beaucoup de choses. Si les gens sont complètement ruinés, comme dans l'Angleterre victorienne, comme dans les États-Unis d'Upton Sinclair, comme dans l'Empire romain d'Occident, en Italie à l'époque du système bancaire lombard, alors il ne reste que la guerre. Il ne reste que la guerre, car le seul endroit où l'on peut trouver de nouvelles richesses, c'est à l'étranger. C'est la route de la perdition. Yeah, That's yeah, the road to perdition. I'm glad you clarify because I think Je suis content que tu aies précisé, car je pense qu'une partie de mon malentendu venait de ton choix de mots à propos du fait que les deux sont insoutenables. Ce que j'ai compris en lisant, c'est que j'ai pris le mot insoutenable pour signifier que le délitement était inévitable. Mais d'après ta clarification, ce que je comprends, c'est que tu veux dire que les deux systèmes ont des contradictions qu'il faut gérer s'ils veulent aller de l'avant. Oui, c'est bien ça. as they want to That's move- correct. That move is correct. forward. Yes. Yeah, not Yeah, necessarily that's what I'm unstable trying to like say. that. I've wrote a Oui, number c'est of ce que j'essaie de articles dire. about this, and, when you write- Vous savez, j'ai écrit plusieurs articles à ce sujet. choose your words Et vous savez, quand on écrit un article, on peut choisir ses mots avec soin et corriger les choses. top of your head, and sometimes Mais quand on parle spontanément, c'est parfois plus difficile de transmettre exactement le sens, parce qu'on traite quelque chose de relativement complexe, et quelque chose qu'on nous a jamais enseigné à l'école. J'ai étudié l'économie à l'école et je l'ai prise très au sérieux. J'ai vraiment essayé d'apprendre et de comprendre l'économie. Mais ce concept d'écart déflationniste, il n'a jamais été mentionné dans aucun de mes manuels. Jamais, jamais, jamais.
La première fois que j'ai rencontré ce concept, c'était en lisant Tragedy and Hope de Carol Quigley, il y a peut-être 15 ou 20 ans. Mais quand j'étais à l'université et que j'ai consulté mes manuels, ce n'était même pas mentionné. What about Keynes' general theory? Because Et qu'en est-il de la théorie générale de Keynes? Parce que je comprends ce que vous dites à propos de cet écart déflationniste comme étant l'idée générale de Keynes sur la chute de la demande effective. when he was trying to explain Lorsqu'il essayait d'expliquer cela, pour que l'investissement continue à ce rythme ou à affluer, au moment où le moral des entreprises s'assèche, on assiste à cet effondrement de la demande effective. C'est bien, si je comprends bien, votre concept de l'écart déflationniste, n'est-ce pas? your concept of deflationary gap, isn't it? Yes, that is correct, but I don't think that Keynes Oui, explained it c'est exact. correctly. Mais je ne pense pas que Keynes l'ait expliqué tout à fait correctement. L'explication correcte est, eh bien, il ne mentionne pas l'écart déflationniste. Il le décrit d'une autre manière, et cette description va dans la bonne direction, mais elle n'y parvient pas tout à fait. Ma conviction personnelle, Mudyar Jyotishman, est que Keynes travaillait pour l'établissement britannique, qui a essentiellement pris le monde de court avec ce système monétaire. Enfin, pas tout à fait pris de court, il existait bien avant cela, mais il a en quelque sorte imposé ce système monétaire au reste du monde. Et vous savez, aujourd'hui, si vous essayez un autre système monétaire, vous vous retrouverez sous sanction et coupé du commerce mondial. Donc tout le monde doit l'accepter, car en fin de compte, cela profite aux cartels bancaires et financiers occidentaux qui sont présents à peu près partout dans le monde. Which are present pretty much everywhere around the world. Je sais que tu dois y aller, et oui, juste pour finir très vite. Yeah, just to finish very quickly, Keynes was in the Keynes était employé par ces gens, il faisait partie de cet établissement. So I think that Donc je pense que si l'on lit ses premiers travaux, on voit qu'il comprend bien la nature du problème. Mais dans chaque livre ou essai suivant, il en dilue un peu le diagnostic jusqu'à ce qu'il devienne presque indiscernable. Et au moment où il a écrit la théorie générale, on pouvait l'interpréter de 1000 façons sans vraiment saisir quel était le problème. Mais dans ses premiers écrits, on voit clairement qu'il avait compris de quoi il s'agissait, et c'est l'écart déflationniste. Je crois qu'il ne l'a jamais appelé ainsi, mais il s'agit de cette baisse générale de la demande globale que le gouvernement doit ensuite compenser. Bref, arrêtons-nous là pour l'instant, Jyotish. Merci. So anyway, let's finish it there for now, Jyotish. Thank you. Yes, we'll leave it there. This was a Oui, fascinating conversation. nous allons nous arrêter là. C'était une conversation fascinante. Elle ne s'est pas déroulée comme je l'avais prévu, mais je suis très heureux qu'elle ait eu lieu. Je ne suis pas ravi que nous ayons dû l'interrompre à mi-chemin, cependant. Nous devons absolument faire une deuxième partie, car je pense que certaines des choses que vous avez dites vers la fin auraient été bien plus intéressantes si nous avions pu parler de la Chine. La manière dont les banques centrales y gèrent une énorme création de crédit est remarquable. En fait, si l'on regarde la Chine des années 1990, la création de crédit y était spectaculaire. Dans mes recherches récentes, j'ai calculé un indice de création de crédit pour la Chine comparé à celui de l'Inde, et il était plusieurs fois plus élevé. Et pourtant, la Chine a également un taux d'épargne très élevé. China also has a very high savings rate, and it had those central banks and Et ces banques centrales et le gouvernement présentent les mêmes contradictions que vous avez mentionnées, à savoir comment gérer l'écart déflationniste tout en évitant l'inflation. En somme, il s'agit d'un équilibre entre déflation et investissement, d'un équilibre entre, dans une certaine mesure, la consommation et l'investissement. Bien sûr, on peut soutenir que la Chine bénéficie du luxe du marché extérieur, ce qui lui permettrait de réduire quelque peu la consommation en proportion de son investissement global. Mais je pense qu'il aurait été très intéressant de poursuivre la réflexion dans cette direction, sur le système le mieux à même de fonctionner, si l'on envisage une alternative. Car, en outre, la création de crédit n'est pas la même chose que l'endettement. Et c'est, selon moi, ce que montre l'économie chinoise.
And that's what I think the Chinese economy says. I mean, indebtedness is practically zero. Je veux dire, l'endettement est pratiquement nul, tandis que la quantité de crédits créés a été énorme, et cela a été soutenu, sous-tendu, par une hausse considérable de la productivité. Et je pense vraiment que pour le reste d'entre nous, si nous voulons réfléchir à de meilleurs avenirs pour tous, nous devons approfondir ces différences. Mais je suis désolé d'avoir dépassé les 4 minutes. Je voulais simplement partager ces remarques pour préparer une deuxième série de discussions à ce sujet. Puis-je demander une faveur? Just can I ask a favor? If you wrote an article about this Chinese credit, Si vous avez écrit un article sur cet élan du crédit chinois, veuillez le partager. Je serais très intéressé de le lire. Je vous enverrai un lien vers un article où j'ai expliqué ce que nous venons de discuter, probablement de manière plus articulée que je n'ai réussi à le faire oralement aujourd'hui. Absolument. Et vous savez, ce que vous dites est une discussion très importante et intéressante, et nous devrions certainement la reprendre bientôt. Merci beaucoup, Alec. Ce fut une conversation fascinante. Ce fut un grand plaisir. Merci pour votre temps. Prenez soin de vous. Take care. Et encore une fois, salutations à tous vos téléspectateurs et auditeurs. Merci beaucoup. Hi, my name is Ayushman. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne pouvez pas, ne vous sentez pas mal. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.